Bonjour à tous et bienvenue pour cette masterclass bière. Alors on est au Whisky Live et on va pas goûter un spiritueux, donc on va goûter en l'occurrence tout ce qui va de l'univers du brassage. Alors qui de mieux pour nous présenter toutes ces références-là que DBI avec Quentin et Azénor, qui est l'ambassadrice justement de DBI ici en France. Donc ils vont pouvoir vous faire un tour et un univers de ce qu'on peut trouver justement dans l'univers du craft français. Merci beaucoup. Petit début, juste si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On vous donnera un micro pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Donc, Bien, bonjour à tous, pardon. déjà, est-ce qu'on peut parler brièvement de DBI quand même? Oui, alors DBI, c'est une l'origine. société de distribution et d'importation de bière artisanale que j'ai fondée il y a une petite dizaine d'années, spécialisée uniquement en bière artisanale. Voilà, des imports étrangers, mais aussi de plus en plus de bières françaises, parce que la scène française a tellement grandi, s'est tellement améliorée qu'aujourd'hui, finalement, il est de moins en moins nécessaire d'aller chercher de bons brassins à l'étranger. D'ailleurs, on va goûter que des bières françaises ce soir. Tout à fait, que des bières françaises. Ça, c'est pas mal. Et du coup, en fait, depuis 2 ans, la Maison du Whisky fait un partenariat avec DBI, donc distributeur des brasseurs indépendants. Et donc, depuis 2 ans, on est passé d'une sélection essentiellement écossaise et légèrement américaine à une sélection très vaste, beaucoup de bières, bouteilles, canettes, un peu tous les conditionnements, surtout tous les styles. Et depuis peu, ce partenariat s'est resserré et on a eu la possibilité de créer vraiment des versions exclusives, des recettes qui n'existent que pour la Maison du Whisky en partenariat avec DBI. Et c'est les 5 bières que nous allons tester aujourd'hui. Voilà. Je te laisse commencer sur... Ouais, tu nous mets la slide peut-être. Il nous faut là, une petite slide, la numéro 3, s'il vous plaît. Donc oui, la bière, comme vous le savez certainement, c'est un produit multi-ingrédients. Il y a 4 ingrédients indispensables à la production de bière. Évidemment, en grosse majorité, c'est de l'eau, tout simplement. Ensuite vient le malt, souvent issu de l'orge, mais vous verrez aujourd'hui qu'il y a aussi d'autres céréales. Le houblon, qui est indispensable à la définition de bière. Un brassin fermenté non houblonné ne peut pas s'appeler bière. Et ensuite, évidemment, la levure pour la fermentation. À quelques rares exceptions près qu'on pourra vous faire découvrir à notre stand à l'entrée, la plupart des bières ont des levures qui sont ajoutées. On a quelques exemples de levures indigènes qu'on pourra vous faire goûter. Et donc aujourd'hui, justement, on voulait parler de cet ingrédient commun qu'on a avec le whisky, qui est la céréale. L'engouement pour la bière a explosé dans le monde entier. On parle souvent d'IPA, qui sont des bières qui mettent en avant le houblon et qui ont tendance à parfois un peu oublier la base maltée. Vous voyez, surtout avec cette tendance des New England IPA aujourd'hui, qui sont des supports pour exprimer les arômes du houblon. Avec ce projet des moissons, on avait envie de revenir sur l'essence même de la céréale et de parler de ce que c'est ce qui est le plus important en fait dans la bière. Donc le projet des moissons, c'est ça, c'est notre premier temps fort. Après 2 ans de collaboration, c'est le premier temps fort qu'on met en place ensemble avec une trilogie de bières et des collaborations avec des brasseries qui sont les brasseries les plus renommées et celles qui sont les plus demandées au catalogue à la fois DBI mais aussi Maison du Whisky. Sont Popin, Brasserie du Grand Paris et Sainte-Crue, que vous avez probablement déjà goûté. Quelque chose à ajouter sur les moissons ? Oui. Non, donc en fait l'idée c'est qu'on a proposé ce projet à 3 brasseries françaises et l'idée c'était vraiment de les inviter à travailler la céréale, donc qui est présente dans toutes les bières, mais de façon un petit peu plus atypique, voilà, un peu plus travaillée, vraiment montrer ce rôle de la céréale dans une bière. Donc on a 3 bières qui ont chacune un axe très spécifique. La première qu'on vous présentera, c'est vraiment le côté terroir qui est mis en jeu. Sur la seconde, c'est la diversité des céréales et la variété qu'on peut avoir dans une même bière. Et enfin, la troisième, c'est le côté atypique de certaines céréales qu'on retrouve très rarement dans des bières ou même dans des whiskies. Donc j'espère que vous allez découvrir de jolies choses avec nous aujourd'hui. Voilà. Donc la brasserie Popin, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est une ferme brasserie, c'est un domaine à la fois forestier et agricole, donc avec des champs d'orge mais aussi de blé. Et Arnaud Popin, son fondateur, est d'ailleurs en train de réintroduire des variétés de blé anciens de Bourgogne, parce que nous on est ici dans Lyon,
pour pouvoir travailler ces bières avec des variétés de blé originaires de ce terroir. Donc l'Icona, c'est sa bière emblématique, c'est sa première bière, si vous voulez, c'est sa bière de présentation, mais qu'on a voulu ici twister, parce que normalement, elle est un peu à la mode d'aujourd'hui, houblonnée avec des houblons américains, très fruités, et qui prennent le dessus sur la base maltais. Donc on lui a proposé là de brasser exactement la même bière, toujours avec son orge, mais d'utiliser plutôt des houblons français, et en l'occurrence alsaciens, comme le Mistral par exemple, qui sont des houblons plus discrets, qui sont des vieux houblons nobles, hein, mais qui sont plus sur la fleur, quelque chose d'un peu plus timide mais subtil, et qui permettent de sentir à la fois l'apport du houblon, parce qu'on est quand même sur une pale ale, mais en ayant ce support maltais derrière qui soit bien visible. Donc, d'ailleurs, on vous invite maintenant à déguster la bière. Donc, c'est la première French Icona. Donc, vous avez les informations ici. 4,8 degrés. On reste très léger en alcool. Ça reste vraiment une bière de soif, en l'occurrence. Donc, pour ceux qui connaissent la Icona qui est brassée donc, avec cette orge de la ferme, on retrouve vraiment ce côté céréalier qui est très présent et qui fait vraiment la spécificité de Popin par rapport aux autres pale ale qu'on peut trouver sur le marché. La Icona, donc celle qu'on connaît et qui est distribuée habituellement à la maison du whisky, comme disait Quentin, ce sont des houblons américains, donc des houblons qui sont très en vogue en ce moment, qui ont un peu fait le renouveau de la bière artisanale depuis 10 ans en France. C'est des houblons qui sont beaucoup plus exotiques, très fruités. Là, on a voulu rester sur quelque chose de franco-français et montrer aussi qu'en France, on est capable de faire des houblons intéressants. Donc le gros producteur, c'est l'Alsace, et donc vous avez les 3 houblons qui chacun vont apporter des notes aromatiques très spécifiques. L'idée, c'est d'avoir vraiment un équilibre entre la céréale et le fruit, l'aromatique de l'autre côté, tout ça de façon très désaltérante, encore une fois. La pêche, notamment. Oui. Je vais faire semblant de la découvrir aussi. Et donc, puisqu'Arnaud est quelqu'un qui a beaucoup de projets en même temps, on sait que dans son domaine, il a replanté tout un verger avec des pommes, donc il va se lancer dans le cidre. Il vient d'avoir son accréditation pour ses vignes, il va pouvoir faire du vin d'appellation Bourgogne, alors qu'il est normalement en dehors des zones géographiques protégées dans lesquelles on a le droit de faire du vin. Il fait beaucoup de choses, mais le houblon, il ne l'a pas encore. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu utiliser son houblon. Il ne fait pas pousser de houblon, alors que pourtant, historiquement, la Bourgogne est une région productrice de houblon. Pour l'histoire, les ducs de Bourgogne sont les premiers à avoir obligé les brasseurs à utiliser du houblon, qui à la base était utilisé comme conservateur, parce qu'avant le houblon, on utilisait ce qu'on appelle le gruit, c'était les monastères qui le faisaient, c'était un mélange d'épices qui servait aussi de conservateur, mais qui était plutôt le monopole de l'Église. Et donc les ducs, pour pouvoir avoir un monopole plutôt étatique et reprendre ce pouvoir-là, avaient créé le label Houblon d'or. Pour rappel, les ducs de Bourgogne à cette époque-là possédaient les Flandres, hein, donc la Belgique actuelle. Et donc un brasseur qui devait avoir un gage de qualité devait arborer ce houblon d'or et donc était obligé d'utiliser le houblon qui, lui, était poussé sur les terres des ducs. C'est une façon de reprendre aussi le contrôle sur un bien qui était consommé de façon importante. Mais aujourd'hui, ça a complètement disparu en Bourgogne. Alors ensuite, pour parler plus précisément de l'étiquette, plus spécifiquement, en fait, comme c'est vraiment des projets qu'on a combinés avec la maison du whisky, à chaque fois, les brasseurs ont gardé leur identité graphique. Donc on a toujours le logo de Popin qui est très reconnaissable et très reconnu pour les amateurs de bière artisanale. Mais la photo qui a été prise par Arnaud vient de son champ. Donc là, c'est montrer les moissons dans tout ce qu'il y a de plus moderne, puisque c'est une photo prise avec son drone. C'est sa moissonneuse-batteuse qu'il a utilisée tout l'été pour récolter les céréales. Et donc, c'est la première de cette série sur les moissons aussi à travers le temps. Je vous expliquerai les autres étiquettes un petit peu plus tard. Et là, aujourd'hui, alors on n'a pas forcément la possibilité de goûter les whiskies qui vont avec, mais je vous invite à aller les tester sur chaque stand ensuite. En fait, on a, avec la maison du whisky, on fait de plus en plus des associations entre la bière et le whisky, montrer la ressemblance entre ces deux univers qui sont issus d'un même ingrédient, la céréale, qui d'un côté est fermentée pour créer une bière, de l'autre côté distillée pour créer un whisky. Et donc, on crée des parallèles, des points communs entre ces deux univers. Donc, avec la
copain qui, je vous le disais, sur le terroir, on a forcément associé Waterford, qui lui aussi est un whisky très connu pour la dimension terroir. Pour vous situer un petit peu, c'est une distillerie Waterford qui est en Irlande, qui a été fondée en 2014, et le fondateur Marc Régnier a vraiment mis le terroir au cœur de son projet, c'est-à-dire que chaque bouteille, chaque nouveau distillat va être autour de la notion de terroir qui, ici, signifie à la fois une variété d'orge très spécifique, un lieu, un climat et puis, qu'est-ce que c'était? Et un sol aussi. Donc, en mélangeant ces 4 éléments, on a cette notion de terroir. Donc, pour chaque whisky, on va avoir vraiment un goût spécifique qui va essayer de faire ressortir ce côté vraiment céréalier et propre à chaque variété d'orge qu'il utilise. C'est pour ça qu'en fait, les deux ensemble, réunis de façon comparée, font vraiment ressortir ce côté céréalier qui est très marqué et un peu ça fait ressortir le fruit du whisky qui est un petit peu caché quand on le boit tout seul. Et il y a la fraîcheur de la bière qui vient quand même donner un peu de légèreté à l'ensemble puisque c'est un whisky à 50 degrés. Je vous invite à faire le test au Golden Promise, donc le bar de la maison du whisky. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à la suite? N'hésitez pas, il faut lever la main, on vous donnera un micro. Non, c'est bon pour l'instant? On est extrêmement clair. On est extrêmement clair, oui, tout à fait. Alors, la brasserie du Grand Paris, que vous connaissez certainement pour la Citra Galactique, leur fameuse West Coast IPA qu'on voit un peu partout et qui est de loin leur best-seller. C'est une jeune brasserie de Saint-Denis, dans le nord de l'Île-de-France, qui est l'une des brasseries les plus dynamiques et les plus en vogue en ce moment. C'est d'ailleurs la Citra Galactique est la meilleure vente et chez la Maison du Whisky et chez DBI. Mais quand on est venu leur proposer de travailler sur les moissons, ils ont pris ça vraiment comme un défi parce qu'ils n'avaient jamais brassé aucune bière de saison. Fabrice est breton et Anthony est américain, donc ils avaient plutôt la culture anglo-saxonne de la bière, Pale Ale, IPA, Stout. Ils n'avaient jamais travaillé des levures rustiques que sont les levures de saison. Pour rappel, ce qu'on appelle les saisons, c'était les bières fermières qu'on brassait lors des moissons justement, avec ce qui restait de grains des récoltes précédentes pour abreuver les travailleurs des champs. Donc on est sur des bières rustiques qui étaient faites avec peu de moyens dans les fermes. Et surtout, même s'il y a toujours une base d'orge qui est indispensable à la production de bière, je n'ai jamais goûté qu'une seule bière dans ma vie qui ne contienne pas d'orge du tout. C'est chez Glutenberg, une brasserie montréalaise. Oui. L'idée, c'était, voilà, ils ont pris ça comme un défi, faire une saison multigrain en utilisant 5 céréales différentes. Et surtout en maîtrisant cette levure particulière qui est la levure de saison, qui est une levure qui monte très haut en degrés, qui dégage beaucoup d'ester, qui est un peu épicée, et qui se comporte complètement différemment des levures américaines qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Donc là, en plus de l'orge, on a de l'avoine et de l'épeautre qui vont être un peu des texturants. Ça va donner de la texture en bouche, de la longueur, un peu d'épaisseur. Et un peu de seigle également. Alors le seigle, comme dans les rails, sur les whiskies, ça donne aussi un peu d'épices qui va jouer avec le côté un peu piquant de cette levure. Donc c'est une bière qui est vraiment qui reste fraîche. On ne le sent pas comme ça, mais c'est quand même à 6,5 degrés. Vous allez voir, en fait, ça reste quand même une bière qui se veut assez légère, assez désaltérante, facile à boire, un peu plus corsée quand même que ce qu'on a l'habitude de trouver sur le marché quand on parle de bière blonde. Et contrairement aux saisons habituelles, c'est vrai que là, on a vraiment ce mélange de céréales qui vient à chaque fois apporter quelque chose de très spécifique. Tu l'as dit, Quentin, mais du coup, l'orge, donc c'est une base pour la céréale, ça on la retrouve partout. Ce qui est plus original, c'est qu'ici déjà, on a à la fois donc du seigle et de l'épeautre qui vont donner ce côté vraiment bien épicé, ce petit kick qu'on sent sur la bouche, qui va rester longtemps en finale. Et en même temps, pour ne pas être sur un profil trop épicé, trop sec, là, les brasseurs ont ajouté également du blé et de l'avoine qui sont très riches en protéines et qui du coup vont laisser vraiment ce finish assez crémeux finalement en bouche, donc redonner de l'équilibre à tout ça, et c'est ce qui en fait une saison particulièrement réussie tout en étant atypique. Puis le blé utilisé cru donne une petite pointe d'acidité aussi, ça donne de la fraîcheur. Ça vous plaît? Moi, ce que je trouve intéressant dans les saisons, c'est que c'est l'un des rares styles de bière
où on peut tout goûter. C'est-à-dire qu'on sent l'impact de la levure, on sent la levure qui est là, on sent la base maltée qui est là aussi, mais on sent quand même cette amertume et la présence du houblon. C'est-à-dire que les 3 ingrédients majoritaires dans la bière, le profil de l'eau, quand on est spécialiste, on peut aussi le goûter un petit peu, mais c'est un peu différent. Et sur ceci, le saison, c'est une levure qui fermente très bien et qui va laisser très peu de sucre résiduel. Donc on va avoir une bière sèche, les houblons vont pouvoir quand même s'exprimer, la levure sent tellement fort qu'elle est là, on n'a pas le choix. Et malgré tout, il y a quand même la texture apportée par les céréales. Donc on a vraiment une bière complète, je trouve. Et donc, pour continuer sur la lignée de nos étiquettes, la précédente, on était vraiment sur les moissons modernes avec Baupin et sa moissonneuse-batteuse dans le champ. Là, ici, Grand Paris a repris ses étiquettes assez iconiques. Toujours des moyens de transport plus ou moins évidents. Donc, la soucoupe volante, moyen facile. Il y a d'autres références comme la Denise, c'est une petite 2 chevaux un peu plus accessible. Là, du coup, c'est vraiment les moissons à l'ancienne avec ce qu'on appelle une moissonneuse javeleuse qui ne semble pas comme ça, mais qui était révolutionnaire sur l'entre-deux-guerres et qui permettait de récolter les grains en faisant appel à un cheval plutôt qu'à ses petites mains, donc beaucoup plus utile. Donc elle s'appelle La Grande Pas en référence au côté un peu historique qui est tout à fait en lien aussi avec ce style saison, lui aussi ancien et ancré dans le temps. Enfin, du coup, vous pourrez aller sur le stand Michter's, donc distillerie américaine. Là, le lien a été très facile puisque en fait, on a choisi de faire une association avec un whisky américain qui, par essence, est un mélange de beaucoup de céréales. On sort du simple carcan de l'orge pour aller et explorer la variété des céréales, comme pour la bière finalement. Et on va retrouver, là, c'est vraiment un accord presque de résonance autant que de complémentarité, pardon, parce qu'il y a vraiment ce côté épicé qui va ressortir, le seigle qui est déjà présent dans la bière et qui est présent dans le whisky, explose en bouche lorsqu'on goûte les deux l'un après l'autre, et vraiment c'est un accord qui est tout en gourmandise, en épices, très intéressant. Est-ce que vous avez des questions sur cette deuxième bière? Toujours pas? Non, vous êtes timide aujourd'hui, ok. La brasserie Sainte-Crue. Alors c'est l'un des pionniers du renouveau brassicole en France. Sainte-Crue, il date de 2012. Et à l'époque, 2012, il y a 10 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les brasseries artisanales françaises, c'était quand même encore très, très, très petit. Donc eux, ils sont basés à Colmar. C'était fondé par Vivien, qui est au centre de ce banquet, humblement. Et ce sont plutôt des expérimentateurs. C'est-à-dire qu'à l'époque où ils ont monté leur brasserie, ils étaient vachement inspirés par Brewdog, qui est aujourd'hui devenu une grosse marque, mais qui à l'époque était encore une petite brasserie. Et ce côté punk et provocateur. Et en même temps, ils ont cette proximité. Alors, bon, Colmar, qui est une ville quand même beaucoup plus traditionnelle que Strasbourg, en Alsace, et cette proximité avec l'Allemagne, donc le travail des Hefeweizen et des levures allemandes un peu traditionnelles, de forêt noire ou de Bavière. Donc on est un peu à mi-chemin entre ces deux univers. Donc là, on leur a aussi proposé un défi de taille, parce qu'ils n'avaient jamais utilisé cette céréale et que c'est une céréale extrêmement peu utilisée, à part dans quelques brasseries bretonnes. Est-ce que vous savez ce que c'est déjà, à Vieux d'Oeil? C'est un petit peu... Ah, une plante, on n'est pas loin. Ne dis pas la réponse, il faut que quelqu'un trouve. Ah, bravo, je l'ai monsieur. entendu. Sarrasin, tout à fait. Donc du blé noir. Très breton comme variété et très peu utilisé du coup par essence dans les bières inspirées allemandes. Donc là, le challenge a été d'incorporer ce blé noir d'une façon un petit peu forcément atypique dans un style de bière qu'on connaissait un petit peu mieux, du moins en Allemagne. Quentin, je te laisse donc parler de cette bière. De la Doppel-Dunkel-Weizenbock. Alors, qu'est-ce que le Doppel-Dunkel-Weizenbock? Les Allemands sont assez pragmatiques pour nommer les choses. Donc, on commence par la droite avec le Bock, qui est un style foncé de basse fermentation, parce qu'il y a un style de basse fermentation bavarois. C'est le style premier de la bière. Weizen, c'est le froment, donc une variété de blé. C'est le blé qui est le plus souvent utilisé dans la bière. Je sais que dans le whisky, il y a d'autres blés, comme le béret et autres, des blés écossais qui sont utilisés, mais dans la bière, c'est surtout le froment. Dunkel pour la couleur, foncé, comme dark en anglais.
Et Doppel, parce que c'est une double, c'est quand même une bière qui va titrer 8 degrés, donc on est sur une version un peu forte. Alors ce qui est très caractéristique de ce type de bière, c'est la levure de Weissenbock, qui est hyper banane en fait. Comme dans les bières blanches type Polaner, vous avez ça. Ça sent fortement la banane, c'est aussi ce qu'on retrouve un peu dans les vins nouveaux type Beaujolais nouveau. Donc ça c'est très caractéristique, et une texture, une onctuosité qui est énorme, c'est hyper riche et très onctueux. Et en même temps, il y a ce sarrasin qui arrive dessus, sorti de nulle part, et qui est hyper étonnant, parce qu'on le goûte vraiment, il est vraiment présent. Il sent la galette bretonne. Il est utilisé de façon torréfiée, donc il rentre dans le côté dunkel, évidemment, de cette bière, et il vient apporter du relief et une surprise. C'est très déroutant, c'est vraiment une bière très atypique. Il y a pas mal de sucre résiduel aussi, mais je pense que c'était nécessaire pour encaisser tout ça et garder quelque chose d'assez agréable à boire. Du coup, ça en fait une bière vraiment très gourmande, un peu dessert. Je vous laisse apprécier. Oui, on a des Bretons dans la salle, je crois. Est-ce que vous reconnaissez un petit peu le blé noir? Vous n'êtes pas trop loin de chez vous aujourd'hui, ça va? Super. On sent que vous êtes timide, on ne va pas vous faire parler aujourd'hui, c'est pas grave. Alors, du coup, donc, en effet, moi, ce que j'aime beaucoup avec cette bière, c'est que, en fait, on retrouve vraiment l'univers à la fois de la bière blanche. En fait, on a vraiment ce côté levuré, banane, qui est assez explosif en bouche. Et en même temps, dès qu'on la verse dans un verre, tout de suite, déjà, elle est foncée. Donc, ça y est, notre perception de la bière blanche est totalement perturbée. Et puis, en fait, le sarrasin vient vraiment apporter quelque chose ici, ce côté fruité. Moi, j'ai presque un côté un peu rhubarbe. Enfin, c'est quand même assez complexe. Il y a évidemment cette note de noisette qui est assez caractéristique du sarrasin d'une manière générale. Mais donc, ça donne une complexité à l'ensemble qui aurait été difficile à trouver sur une bière blanche typée allemande plus classique, on va dire. Donc là, le mélange du blé blanc et du blé noir fait sens. Et d'ailleurs, alors, si vous avez une question sur la bière, n'hésitez pas. Elle est trouble aussi parce qu'ils l'ont utilisée dans une proportion qui est quand même assez importante, et c'est une céréale qui floccule très mal. Ça reste trouble, et en fait, après des semaines et des semaines de garde en cuve, impossible d'avoir une retombée de matière, elle restera toujours trouble comme ça. C'est tout à fait normal. Avec le sarrasin, on ne peut pas faire autrement. C'est une céréale qui est très difficile à utiliser dans la bière, mais aussi dans le whisky. C'est la raison pour laquelle on la retrouve peu. Et c'est là aussi, je trouve, la beauté de cette bière, c'est qu'en fait, elle s'appelle Alest Braise, pas seulement pour l'utilisation du blé noir, mais aussi pour la collaboration, puisque c'est une bière qui a été brassée en Alsace chez Sainte-Crue, mais avec du blé noir maltais qui vient de la distillerie des Menhirs, qui produit le whisky de blé noir Edu. Edu qui signifie blé noir en breton d'ailleurs, pour information. Donc là, c'est pour ça que déjà sur cette étiquette, on avait vu la modernité chez Popin, le côté un petit peu traditionnel chez Grand Paris. Là, on part dans une ambiance assez rétro-futuriste, où on est clairement dans des champs de blé noir en Bretagne, avec les petites bigoudaines, mais attention, on n'est pas dans le passé là, puisque ce sont quand même des moissonneuses-batteuses volantes qui passent à travers un portail et on devine la ville de Colmar à travers. Donc là, je ne sais pas si je vivrai assez longtemps pour le voir, mais je l'espère bien quand même. Voilà. Donc, pour rebondir sur ce côté futuriste, le sarrasin, c'est aussi la ville, c'est une céréale du futur, parce que vous êtes tous conscients de ce qu'on a vécu cet été et des difficultés que ça représentait pour les agriculteurs. Le sarrasin, c'est rustique, il n'y a pas besoin d'engrais, il y a besoin de peu d'eau, c'est hyper résistant, c'est une céréale vraiment du futur. Et donc, pour cette dernière association avec des whiskies, cette fois-ci, il faudra aller voir la distillerie des Menhirs, donc dans la partie des whiskies français. C'est donc un whisky de blé noir. Et en fait, on a choisi l'association avec le Edu Brocéliande, qui est affiné en fût de chêne issu de la forêt de Brocéliande, d'où son nom. Et en fait, là, on sent vraiment on arrive vraiment à discerner le goût du blé noir
en goûtant la bière et le whisky séparément. Et ensuite, là où la magie opère, et je vous invite encore une fois à venir au Golden Promise, donc le bar de la maison du whisky, pour faire le test, c'est qu'en fait, quand on mélange les deux, quelques centilitres de whisky dans un bon demi de bière, là, c'est l'explosion de saveurs. C'est un des rares pairings où l'association des deux dans un même verre fonctionne à merveille et procure encore une expérience qui va plus loin. Donc ça, c'était les projets moissons. Donc 3 céréales qu'on a lancées et qui sont sorties cet été. Oh, moi, c'est une question simple, mais c'est qui fait les visuels des étiquettes, notamment le dernier? Eh bien, en fait, chaque brasserie, du coup, garde vraiment son identité. Donc là, c'est un graphiste qui travaille pour chaque bière de la brasserie Sainte-Crue, qui s'en est donné à cœur joie. Un gars de Colmar. Donc, après les moissons, on va rester sur l'univers céréalier. Après la question. Oui, ça marche du coup. Sur le Alès Braise, j'ai vu qu'il y avait du miel. Est-ce que vous savez ce que c'est ou pas? Non, je crois que c'est vraiment du miel assez classique. Je ne sais pas. J'ai pas Quel bien miel entendu. c'est? Le miel, c'est du miel d'acacia. Ok, Ah, c'est du miel d'acacia. Comme dans l'orange mécanique. Bon, bah, super. voilà. Merci. Alsacien, bien sûr. Donc toujours en restant sur la céréale, mais cette fois-ci travailler de façon différente et encore plus proche du whisky, on va s'intéresser à la tourbe qui peut être utilisée dans une bière de plusieurs façons et montrer encore ce lien vraiment fort entre les deux catégories. Et on est fiers parce qu'on a beaucoup de choses exclusives à vous présenter cette année. Exactement. Donc là, pour ça, on part à la brasserie La Débauche. La Débauche, comme Sainte-Crue, c'est partie des chefs de file de la scène brassicole française, fondée en 2013 à Angoulême. Une brasserie très créative, connue à la base pour ses barley wine et ses imperial stout extrêmement puissants, ses icebox également, qui peuvent dépasser les 20 degrés. Mais bon, ils sont ouverts à toute expérience, et notamment sur le travail du malt. Ce sont aussi des producteurs de mash, d'ailleurs, pour information. Donc ils produisent du mash pour des distilleries françaises. Et donc là, on leur a proposé un défi, quelque chose qui est absolument exclusif et assez inédit. Et pour être franc, je ne pensais pas qu'ils accepteraient, mais on a réussi à le faire. On a ramené 1 tonne de malt tourbé dans la malterie de Kilchoman, sur l'île d'Islay. Donc Kilchoman a leur propre équipement pour malter chez eux. Et donc ils ont accepté de nous concéder 1 tonne qui représente à peu près 25% de la base maltée de cette bière. Derrière, on est resté sur un profil de bière très simple, une petite pale ale à 5 degrés, légère, pour laisser le malt complètement s'exprimer. Et vous verrez que le résultat est vraiment bluffant. Donc elle s'appelle Moorburn, qui signifie brûlage des terres dans la partie d'Islay, du coup, dans leur langue. Et cette Moorburn est donc une pale ale brassée avec des maltes tourbés. Donc on a vraiment ici, je trouve, la tourbe dans presque à nu en fait. Il n'y a pas toutes les notes du bois, du whisky qui commencent à arriver. Donc là, c'est vraiment découvrir ce que c'est un malt tourbé. Grâce à une bière qui reste très légère à côté pour vraiment laisser sa place. C'est un exercice de style, et vraiment, moi j'avais jamais goûté quelque chose comme ça. On utilise souvent la tourbe dans des bières puissantes pour que ça puisse l'encaisser, et là, la laisser complètement s'exprimer dans une bière claire et légère et très peu houblonnée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est étonnant, hein? Alors pour l'anecdote, du coup, c'est le même style finalement que la numéro 1 qu'on a goûtée, celle de Popin. C'est une pale ale. Là, on voit l'impact de la céréale sur le profil aromatique final quand même. Et donc cette petite Moorburn avec une belle étiquette, en fait la Débauche est habituée à travailler avec des artistes qui sortent d'école, qui commencent à se faire un petit peu connaître via les réseaux sociaux. Donc c'était une illustration préexistante. Quand on est tombé dessus, on a tout de suite eu le coup de cœur, puisqu'il y a vraiment ce côté à la fois le céréalier, un petit peu chaud, et en même temps la tourbe, la fumée qui vient au cœur et qui explose. Donc c'était vraiment une illustration qui tombait sous le sens.
C'est Glantine, la patronne de cette brasserie qui vient à Angoulême et aime beaucoup tout ce qui est visuel. Et donc, ils travaillent avec plein d'artistes, en collaboration avec plein d'artistes, notamment pendant le festival d'Angoulême, où ils achètent des images. Et donc, ils ont une banque d'images hallucinante qu'ils utilisent au gré de leur création. Il dit, tiens, ils font du pairing image-bière, en fait. Quand ils créent une bière, ils disent quelle image j'ai dans ma banque d'images qui pourrait correspondre à ça. Et ils piochent dans tout ce qu'ils ont accumulé au fil des années, quoi. Voilà, donc la débauche qui a toujours des visuels quand même assez sombres, assez puissants. On est loin des trucs un petit peu joyeux qu'on a pu voir avant avec la Grande Pa, par exemple. Ils aiment quand même bien les points de croix et les chatons. C'est vrai que dans la brasserie, alors là, si vous avez l'occasion d'aller à Angoulême, il faut aller visiter. C'est un cabinet de curiosité, en fait. C'est tout près de la gare, c'est très facile, et c'est une expérience. Voilà. Et donc c'est une bière que nous avons sortie en mai, donc elle est sortie avant les moissons, et elle a été sortie dans le cadre de Islay Sélection, qui était un événement qui visait au sein de la maison de whisky à mettre en avant les produits de l'île d'Islay. Donc c'est sorti aux côtés de 2 whiskies de chez Kilchoman, l'un qui a été fini en fût de Calvados et l'autre en fût de Sauternes. De jolies références qui sont encore disponibles, peut-être sur le stand d'ailleurs, Kilchoman, que je vous invite à aller découvrir si ce n'est pas déjà fait, car en termes de tourbe, on est quand même sur des produits d'exception. Et d'ailleurs, j'en profite, mais les brasseries prêtent leur logo à chaque fois sur ces collaborations, c'est-à-dire que les bières sont toujours, une fois terminées, envoyées à la distillerie, validées par la distillerie avant d'être sorties. Donc c'est chouette parce qu'ils apprécient la démarche. Ouais. En termes de collaboration, on sent que les distilleries et brasseries sont heureuses de collaborer et de faire des projets avec nous, ce qui est toujours agréable quand même. Et donc, pour finir cette dégustation en beauté, on va continuer à parler de tourbe, mais cette fois-ci, ce n'est pas du malt tourbé, c'est carrément des fûts de whisky tourbé. Je laisse Quentin annoncer la couleur. Oui, bah alors vous allez peut-être déjà goûter la Pit Stop l'an passé, qui était notre première tentative avec Piggy Brewing Company. Donc les Pigs sont basés à Nancy, enfin à côté de Nancy, à Liverdun. C'est une brasserie extrêmement en vogue en ce moment, beaucoup plus récente que les autres. Ils n'ont que 3-4 ans, mais ils ont explosé ces derniers temps. Ils sont connus pour leurs bières extrêmes. Ils font presque que des bières extrêmes, soit extrêmement blonnées, soit extrêmement puissantes et torréfiées comme les Imperial Stout. Et donc là, on a décidé de remettre le couvert sur une Repeat Stop cette fois-ci. L'an passé, c'était avec Kilchoman. Cette année, c'est avec Balekin. Pareil, des barriques de premier choix tout juste vidées, envoyées par camion le lendemain, et la bière brassée pendant le transport pour être conditionnée au plus vite et avoir le rendu le plus optimal. Donc là, toute la tour vient uniquement de ce qu'a transmis la barrique. Alors moi, je suis moins compétent en la matière, mais c'est des cherry butts. Cherry butt, oui. Ouais. En fait, ce sont des. Alors, en fait, là, vous avez l'illustration. C'est juste pour l'anecdote quand même. En fait, la bière sort ici des cuves de fermentation et va aller passer 3 mois en barrique en passant par ce petit outil. Au moment de la mise en barrique, c'est assez impressionnant parce qu'il y a vraiment toute la bière qui dégouline de tous les côtés. On sent que ça va être une bière de qualité. Et c'est un vieillissement court parce que les barriques sont tellement fraîches et tellement puissantes qu'en fait on les goûte régulièrement et il ne faudrait pas les laisser plus longtemps, quoi. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, on a fait donc l'année dernière, la collaboration était avec la distillerie Kilchoman. Cette année, c'est avec la distillerie Edradour, plus précisément les whisky Balekin, qui est la gamme tourbée de la distillerie Edradour. Donc là, la bière Imperial Stout, qui était déjà à 12 degrés, donc déjà assez puissante et épaisse, a passé 3 mois dans des sherry butts de Balekin. Donc on va retrouver la tourbe qu'on avait dans la pit stop, mais également le côté sherry cette fois-ci de ces sherry butts de Balekin. Donc je trouve que là, sur cette bière, c'est extrêmement fondu. Les 12 degrés passent, j'allais dire inaperçus, mais non, soyons honnêtes, non, on les sent bien quand même. Et du coup, là, on a vraiment une bière, rien qu'au verre, on sent que c'est épais, que c'est
alcoolisé, que c'est vraiment puissant en arôme, ça va être en saveur. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà goûté des bières vieillies en fût. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, que sur un vieillissement assez court en barrique, c'est qu'on n'a pas trop le bois qui va apporter cette acidité et ce côté vraiment très marqué, un peu comme sur les noix, vous voyez, très astringent. Là, on reste sur quelque chose de relativement doux, de relativement facile, et du coup, l'explosion vraiment des notes aromatiques du whisky plus que du fût, enfin du bois, quoi. Oui, c'est vrai, complètement. C'est des barriques qui ont eu 2 vies avant de finir à la brasserie. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez des questions sur cette bière? Ouais, on va prendre le micro. Oui, alors c'est moins mousseux et en Il effet. y a moins d'effervescence que sur des Tout à bières classiques. Ouais. Mais ça, c'est une. L'effervescence, on la contrôle en fait au moment du conditionnement. Donc c'est volontaire. C'est volontaire parce que trop de gaz sur une bière comme ça aurait été peut-être un peu indigeste. Oui, et puis en fait, c'est vraiment une bière qui n'a finalement pas besoin de beaucoup de bulles, puisque, à mon sens, c'est une bière qu'on peut commencer à boire. Alors là, vous l'avez à température. On peut commencer à la déguster légèrement plus fraîche pour avoir un peu la facilité sur les premières gorgées. Mais ensuite, c'est une bière qu'on peut laisser reposer 1, 2, 3 heures sur une table, à la manière d'un whisky finalement. Moi, je vous avoue que la bière, chez moi, elle traîne sur la table, je fais les choses, je reviens. À chaque fois, elle a évolué. Elle monte en température pour revenir à température ambiante. C'est à chaque fois une expérience de dégustation différente. Et finalement, le côté gazeux n'est pas nécessaire sur ce type de bière. Il est même, en fait, plutôt déconseillé. Et oui, et puis le froid atténue les arômes aussi. Plus une bière est glacée, moins on sent ses parfums. C'est d'ailleurs pour ça que les bières industrielles sont souvent glacées. Vous voyez que maintenant, Heineken ont sorti une colonne carrément givrée directement. Et le givre prend tout autour. Ça permet de couper les arômes. Alors, du coup, si vous souhaitez continuer la dégustation de bières, sachez qu'on a lancé 4 bières vieillies en fût avec la Maison du Whisky et DBI pour le catalogue Antipode. Celle-ci en fait partie. Les 3 autres sont 3 styles de bières totalement différents, 3 styles de vieillissement totalement différents aussi, des barriques vraiment atypiques et très différentes de celle-ci. Vous pourrez déguster tout ça à la Maison des Brasseurs, qui est en fait la boutique Maison du Whisky ouverte le samedi et le dimanche, qu'on a transformée aujourd'hui en espace 100% bière, sur lequel vous pouvez déguster à peu près toutes les références de Maison du Whisky et de DBI, ainsi que toutes ces exclusivités, et notamment les 3 bières qu'on vient de vous teaser, mais que vous ne pourrez pas boire ici. Oui, qui sont avec la Débauche, Sainte-Crue et Grand Paris. Donc n'hésitez pas à venir les goûter, on les a à notre stand. Quant aux 3 premières, et la Moorburn d'ailleurs, les 4 premières, elles sont même en pression au bar sur la Cocktail Street. Voilà. Donc vous pourrez les reboire à foison. Avez-vous des questions avant de clore cette petite session bière? Non, c'est bon? Eh bien, merci beaucoup d'être venu. Je pense que c'était un plaisir. Merci. J'espère que ça vous a plu.